Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Toi de ton côté, qui est souvent sur Twitter, qui est souvent sur YouTube, c'est quelque chose que tu ressens ? C'est clair que sur Twitter, on ressent, alors c'est pas encore non plus méga perceptible, mais on voit qu'il y a un peu plus d'engagement sur les sujets crypto, je vois que j'ai plus d'interactions, etc. Et forcément, déjà c'est motivant, hein, même pour ceux qui, là ça fait bientôt 1 an que je suis sur Twitter, et quand t'as des gens qui répondent à tes posts, et des gens avec qui interagir, ça te motive à être plus présent, et c'est comme ça que la plateforme elle vit en tout cas. Et je pense que c'est pareil pour les cryptos. Bon, nous on est là depuis le bull run 2021, et on a subi la chute, mais on est resté et on a bien vu comme c'était calme. Et d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, on a commencé à faire les meet-up Bitcoin sur l'île depuis septembre 2022. C'est ça. Et on voit clairement une différence d'engagement depuis septembre 2022 à aujourd'hui, quand on voit que le premier meet-up, on était moins de 10, et que le dernier, on avait 25 personnes inscrites, et on s'est retrouvé à un peu moins de ça, parce qu'il y a toujours des désistements, mais on était une bonne vingtaine. Et c'est clairement, on ressent un nouveau souffle d'air frais sur l'écosystème. C'est clair. Et puis derrière, de plus en plus de personnes qui arrivent, qui s'intéressent ou qui se réintéressent à l'écosystème, aux crypto-monnaies, ça implique forcément une pression haussière au niveau du marché, donc des prix qui vont de plus en plus augmenter, un intérêt encore plus massif, et puis finalement c'est un véritable cercle vertueux avec même en parallèle des institutionnels, donc des grandes banques ou autres, qui finalement rentrent de plus en plus dans l'écosystème. La blockchain peut être utilisée dans de nombreuses applications différentes, car elle offre des avantages en termes de sécurité et de transparence et d'efficacité. Voici quelques exemples d'applications de la blockchain. Les crypto-monnaies. La blockchain a été initialement développée pour le Bitcoin, la première crypto-monnaie. Depuis, de nombreuses autres crypto-monnaies ont été créées et toutes utilisent la blockchain pour enregistrer et valider leurs transactions. Ensuite, nous avons les transferts d'argent. La blockchain peut être utilisée pour des transferts d'argent internationaux rapides et peu coûteux, sans avoir besoin d'un intermédiaire tel qu'une banque par exemple. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires traditionnels. Ensuite, d'un point de vue logistique, la blockchain peut être utilisée pour suivre la provenance des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui peut aider à prévenir la contrefaçon et à garantir la qualité et la sécurité des produits. Ensuite, il y a la santé. La blockchain peut être utilisée pour stocker de manière sécurisée des dossiers médicaux électroniques par exemple, ce qui peut faciliter la coordination des soins de santé et améliorer la confidentialité des données des patients. Ensuite, nous avons la gouvernance. La blockchain peut être utilisée pour assurer la transparence des élections et des processus décisionnels en permettant aux citoyens de vérifier le déroulement des élections et des votes par exemple. Après, il y a les contrats intelligents, que l'on appelle aussi les smart contracts, et qui sont des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. La blockchain peut être utilisée pour stocker ces contrats, ce qui permet de les exécuter de manière transparente et sécurisée. Et enfin, on va parler des jeux vidéo. La blockchain peut être utilisée pour créer des jeux vidéo décentralisés où les joueurs peuvent acheter, vendre et s'échanger des actifs numériques de manière sécurisée et totalement transparente. Il existe de nombreuses autres applications potentielles de la blockchain et la technologie continue d'évoluer et de se développer, offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux avantages. Troisième news, les amis, Google Cloud fait le grand saut dans le Web3. Waouh, y a que des bonnes news aujourd'hui. Tu me diras, faire ce publiquement, banque pour les cryptos, c'est une bonne news aussi, hein, parce que le Bitcoin, il adore quand une banque fait faillite. Bon. Le secteur crypto évolue et attire de plus en plus de plateformes de renommée mondiale. Google Cloud l'a bien prouvé ce 25 avril en annonçant une nouvelle intéressante à travers un article de blog. En effet, 2 de ses représentants ont expliqué qu'ils venaient de signer de nouveaux partenariats avec des entreprises crypto. Waouh, ça fait de la bonne pub pour les cryptos. On a James Stroman, responsable de l'ingénieur Web3 chez Google, et Ryan Kreiskis, directeur de l'écosystème des startups, n'ont pas manqué d'expliquer l'objectif de ces partenariats. En gros, Google Cloud a décidé d'élargir ses partenariats afin d'attirer plus de startups du secteur de la blockchain qui semble concerner tout le monde. La plateforme offrant des services de stockage et d'informatique dans le cloud voudrait que les projets Web3 utilisent davantage son infrastructure. Ah, bon, ok. Donc, en gros, ils veulent amener des grosses boîtes crypto pour utiliser leur infrastructure et les faire payer. Bon, d'accord. Pour ce faire, elle est désormais en partenariat avec de nombreux fournisseurs de services crypto. Par exemple, on peut citer la plateforme de smart contract Solana et la société d'analyse Nansen. Et donc, on nous dit qu'avec son nouveau projet, Google Cloud vise à aider les startups Web3 à se développer plus rapidement. Bon, ça fait plaisir. Pour ce faire, il offre à celle-ci une formation technique et une assistance commerciale à frais réduits. Ah, ça c'est gentil. Il propose aussi une réduction Google Cloud et Firebase couvrant
les coûts jusqu'à 200 000 $ sur 2 ans. Ah, je me disais, il fallait bien qu'ils fassent du pognon quelque part. Cela dit, les projets Web3 qui choisissent Google Cloud pourront bénéficier de crédits gratuits. Bon, ok, ça c'est sympa. On a James Schroman et Ryan Kiskis qui ont expliqué que l'objectif Google Cloud est d'aider les startups Web3 et les projets émergents à construire, à évoluer plus rapidement de manière plus sécurisée. La plateforme de stockage permettra aux développeurs de se concentrer sur des domaines clés. Bon, ben, ça fait quand même plaisir. Allez. Aujourd'hui, on retrouve Thibaut de la chaîne littéraire étudiant pour débattre d'un sujet que j'ai vu passer récemment dans un article de Cointelegraph, qui est la nécessité de mettre fin au culte de la personnalité dans le monde des crypto-monnaies, notamment avec tout ce qui s'est passé cette année, avec plein de fondateurs et de grosses personnalités avec beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui pourraient être un peu considérés comme des grandes gueules, voilà, ou des gens qui étaient considérés comme des génies dans leur monde avec des concepts révolutionnaires, et au final qui ont été à la source de beaucoup des catastrophes qu'on voit actuellement. Donc là, pour prendre quelques exemples, on avait en premier Do Kwon avec Terra Luna qui a perdu 58 milliards de fonds d'utilisateurs, voilà, qui a fait perdre en valeur 58 milliards. Très récemment, SBF de FTX qui a perdu 10 milliards de dépôts de fonds d'utilisateurs. Suzu aussi de Three Arrows Capital, donc un hedge fund de crypto qui a perdu 3,5 milliards. Et finalement aussi Alec Mashinsky de Celsius qui a loqué 3 milliards de dépôts en Celsius. Donc c'est tout des personnalités assez fortes qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux avec des caractéristiques un peu communes, donc plutôt des hommes, plutôt jeunes, très sûrs d'eux, avec qui pouvaient posséder un certain charisme au sein de Sharp, et qui étaient plutôt un peu dans la provoque, un peu dans moi je suis le meilleur, je suis un génie, de toute façon vous avez rien compris, suivez-moi moi. Et au final on se rend compte qu'ils savaient pas forcément plus que d'autres personnes, et carrément qu'ils ont volé, détourné des fonds d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire que des fois ils n'étaient pas forcément compétents. Donc par exemple Do Kwon qui se pensait comme un génie de la finance, qui avait trouvé la manière d'avoir un système de stablecoin algorithmique avec du 20% de rentabilité. On se rend compte qu'au final le système n'était pas infaillible. Et après on a des gens comme SBF et Mashinsky qui carrément ont détourné des fonds d'utilisateurs. C'était carrément une gestion frauduleuse. C'était même pas un problème de compétence ou de mettre en place un système qui marchait pas forcément. C'était il y a eu des détournements de fonds, on sait pas encore tout, et ça se découvre petit à petit. Et donc du coup c'était pour voir avec Thibaut quelle pourrait être une alternative à suivre ce genre de personnalités qui peuvent être attirantes, parce que c'est vrai on peut avoir cette idée du success story, un peu à l'américaine, où le mec il a un peu de charisme, il parle beaucoup, il sait s'exprimer, il clash un peu, il écrase ses concurrents, voilà. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut être attrayant, se dire, au moins ça c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Et alors qu'au final, on se rend compte, qu'il y a eu plein de problèmes, et quelle pourrait être une alternative. Donc. Comme certainement votre téléphone vous l'a rappelé, et oui, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau du BTC. On est allé chercher les 30 000 pour ensuite retourner aux 27 000 pour ensuite réaccélérer à la hausse. On a eu quand même quelque chose qui était assez phénoménal et qui est arrivé principalement d'un tweet sur le déplacement des fonds des portefeuilles Mongox et gouvernementaux US. Pour rappel, il y a beaucoup de BTC qui sont sur ces deux wallets, et dans lequel on sait qu'il va y avoir à un moment donné un dump, en tout cas sur la partie US. Sur la partie Mongox, on sait déjà qu'il y a des deals OTC qui ont été effectués, mais ça n'empêche que cette alerte a mis le feu aux poudres, et c'est ce qui a entraîné la chute de 7%. Sauf que, a priori, c'était bien une fake news. Ils ont bien noté qu'il n'y avait pas eu de déplacement et que c'était un bug, et qu'ils étaient en train de régler ce bug-là. Ça n'empêche que ça a créé 325 ou 350 millions de dollars de liquidation directement, avec une chute de 7%. Alors, là-dessus, je vais vous donner mon avis sincère, très sincère. Quand on a une news qui est sur Mongox et l'US Government Wallet, qui sont les deux plus gros wallets regardés actuellement, c'est comme si on allait dire que le fonds de Grayscale allait se dissoudre. D'accord, c'est exactement le même type de nouvelle. Donc c'est vraiment une nouvelle qui est excessivement autour du FUD pour entraîner un mouvement totalement erratique du marché. À quel moment il peut avoir un bug sur Mongox et le gouvernement, qui est les deux plus gros wallets? À quel moment on va avoir les deux qui vont
être touchés par rapport à ça. Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est une forme de manipulation très forte pour aller chercher soit de la liquidation, soit aller pousser un short, donc quelqu'un a shorté très fort et a accompagné le mouvement. Je pense que dans les semaines, mois qui viennent, on va avoir pas mal d'informations dessus, mais il y a eu clairement une manipulation de marché très forte, et ça nous montre aussi à quel point on se laisse manipuler, parce que le marché a essayé de front-run quelque chose qui n'était pas front-runnable, hein. Je veux dire, si quelqu'un a bien conscience de comment ça va se dérouler, oui, l'US government peut vendre, mais ils ont déjà annoncé qu'ils le feraient en 2 fois, enfin en 3 fois, et donc il reste encore 2 fois, mais mon Gox, on sait qu'il y a une grosse partie qui est en OTC, on sait qu'il y a une grosse partie qui n'arrivera pas sur le marché, et il faut bien le prendre en considération. Faites bien attention aux manipulations que l'on peut retrouver et aux types d'informations justement comme ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours protéger son exposition, parce que je peux vous le dire, là ça a fait vraiment une porte de saloon et ça a fait très très mal. Enfin, ça c'est super intéressant. Coinbase versus la SEC. Je pense que XRP sera le gagnant peut-être indirect de cette histoire et est en train de mettre une énorme pression à la SEC. Ils ont envoyé des courriers et tout ça pour dire qu'ils voulaient un retour et une position claire et ferme de la SEC, positive ou négative, mais une position tranchée par rapport à ce qui se passe dans la réglementation aux États-Unis. Ils n'ont pas eu de réponse de la SEC n'a pas voulu répondre, et ils contre-attaquent, et la SEC est en train tout simplement d'attaquer la SEC. C'est assez marrant, parce que c'est souvent la SEC qui attaque, donc c'est vraiment un bras de fer, et on verra ce qui va se passer. Je pense que ça va être super intéressant. Je pense peut-être qu'il peut y avoir à un moment donné une alliance, même Coinbase avec XRP, pourquoi pas avec Binance, soyons fous. Je voulais vous parler là d'un géant de l'investissement, de Franklin Templeton. C'est vraiment un gestionnaire d'actifs qui gère plus de, regardez, 1530 milliards de dollars. C'est énorme. C'est vraiment, enfin, c'est plus que on peut voir ensemble, c'est plus que toute la capitalisation de toutes les crypto-monnaies à date. Donc c'est pas rien. C'est un fonds qui était déjà présent sur Stellar, donc depuis quelque temps maintenant, et là ils vont lancer un de leurs principaux fonds de money market. Regardez, ça s'appelle le US Government Money Fund, qui va arriver sur Polygon. Donc ça devrait permettre encore à plus de personnes d'être exposées à ce type de fonds. Ça permet en fait d'être exposé tout simplement au l'équivalent du bon du trésor américain, etc. Je simplifie, mais l'idée c'est un fonds qui va être 100%, on va dire, ou qui utilise la blockchain à 100% pour tracer qui possède quoi, etc. C'est très intéressant que ça arrive sur Polygon. Comme j'ai dit, Stellar depuis un certain temps, et maintenant, plus de blockchains sur lesquels ils vont arriver, et tant mieux. Il y a quelques jours, le 22 mars exactement, nous avons fêté la journée mondiale de l'eau. Si vous l'avez raté, il est encore temps, alors bonne fête de l'eau. Évidemment, entre l'escalade dans le conflit russo-ukrainien, le bombardement russe d'un immeuble résidentiel dans la ville de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a tué au moins 8 personnes. La chute des valeurs bancaires, l'inflation et les mouvements sociaux qui ont agité l'actualité ces dernières semaines, l'événement est passé un peu inaperçu et personne ne vous en voudra. Mais c'est très dommage, car quel enjeu plus crucial, quel sujet plus important que celui de notre source vitale, l'eau. L'eau manque et manquera dans les années à venir. Elle provoquera et provoque déjà des conflits dans certaines régions du monde. Au centre de toutes les attentions en ce début de printemps. L'hiver est terminé, la crise énergétique a été surmontée. Il est temps de s'occuper de la suite et l'urgence maintenant, à l'aube d'une nouvelle saison agricole, c'est le problème de l'eau. L'eau ne devrait jamais être un problème, mais dans la pratique, les choses sont différentes quand il y en a trop au même moment, au même endroit, ou au contraire pas assez pendant trop longtemps. Et ce genre de phénomène a tendance à se produire de plus en plus souvent et chaque fois plus intensément. Pour sa fête le 22 mars dernier, l'eau a reçu de bien mauvaises nouvelles sur son état de santé. Le World Water Report, publié par l'UNESCO cette année, n'annonce ni plus ni moins qu'une crise de plus, la crise mondiale de l'eau. Non content d'avoir réussi à bouleverser notre climat et dégrader notre environnement avec nos activités incessantes, nous avons vampirisé nos sources goutte après goutte et bouleversé le cycle de l'eau, celui qui nous maintenait en vie jusqu'à maintenant. Les conséquences se font déjà sentir partout dans le monde, y compris en Europe et même en France. Heureusement, nous en avons pris conscience, nous savons que la situation est délicate et que si on ne fait rien, c'est la vie de milliards de personnes qui est menacée. Oui, milliards. Je me suis basée sur le rapport de l'UNESCO pour faire un point rapide sur la situation hydrique et je n'ai pas l'intention d'utiliser des euphémismes pour minimiser la gravité des faits. Il y a urgence, on s'en doutait et maintenant on le sait. On va avoir soif. Quelles solutions avons-nous ? Comment se préparer au mieux à ce qui va nous arriver ? Et y a-t-il encore des moyens pour éviter le pire ? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
On continue avec le Zimbabwe qui va introduire une monnaie numérique adossée à l'or afin de stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar. Très intéressant. Alors c'est un moyen aussi de contrer un peu le dollar en fait qui est du coup la monnaie qui s'impose dans ce genre de pays très pauvre. C'est un moyen différent en tout cas de ce qu'on a au niveau du Salvador. C'est je pense que les deux peuvent marcher. À voir avec le temps comment ça se déroule. Mais ça me fait penser, rappelez-vous la dernière fois, je vous ai passé une news là au niveau du Texas il me semble qui faisait pareil une sorte de monnaie adossée à l'or. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir si ça a plus ou moins fonctionné, en fait, s'il faut mieux rester, donc première option, rester en dollars, je pense que c'est la moins bonne solution. Alors la moins bonne encore, c'est de rester avec une monnaie qui fait que se dévaluer, comme le Zimbabwe dollar, je crois que c'était ça à l'époque, ça c'était 100 milliards de dollars sur un billet, c'est n'importe quoi. Ça je pense que c'est la pire idée. Ensuite la deuxième pire idée, c'est de se mettre en dollars, parce que du coup on est dépendant plus ou moins des US. Après éventuellement avoir une monnaie adossée à l'or ou utiliser le Bitcoin, à mon avis c'est ces deux stratégies qui peuvent être vraiment viables avec le long terme. Une journée sans plafond de la dette n'est pas une vraie journée, donc on parle du plafond de la dette, puisque hier les Républicains se sont mis d'accord pour proposer une solution qui permet de rehausser le plafond de la dette, évidemment il n'y a pas d'alternative, tout en faisant des économies, en proposant des économies sur certains postes du budget américain. Alors c'est bien, c'est un bon effort et c'est assez satisfaisant. Maintenant les Républicains sont en train de demander de communiquer leur plan et de pouvoir en discuter avec les démocrates. Et les démocrates, le chef des démocrates, c'est le président. Et le président, il a dit, on veut bien discuter, mais il n'est pas question de faire des concessions sur les dépenses. Alors c'est cool quand même, parce que finalement, les gars, ils sont surendettés, ils ont plus de pognon, mais ils veulent pas arrêter de dépenser de l'argent. C'est assez intéressant. Donc c'est bien parce que d'un côté, vous avez les républicains qui veulent couper dans les dépenses et vous avez les démocrates qui veulent pas. Donc on avance bien sur ce coup-là. Et puis c'est assez intéressant parce qu'effectivement, la petite phrase du président rappelle un petit peu Emmanuel Macron qui dit, moi je veux bien discuter avec les syndicats, mais je veux pas discuter des choses qui fâchent et je veux pas parler du problème des retraites. En gros, c'est je veux bien parler avec vous, mais par contre, je veux pas de conflit et puis je veux surtout que vous soyez d'accord avec moi. Donc le plafond de la dette, pour l'instant, c'est pas réglé et ça risque de prendre encore un tout petit peu de temps pour qu'on s'en sorte, mais il est clair qu'ils vont nous garder le suspense puisqu'en général, ils trouvent toujours un accord dans les 48 heures avant la fin du monde, comme dans tous les bons films hollywoodiens. Donc, clôture du mois, si on clôture au-dessus de ce niveau, c'est plutôt bon signe, mais si c'est pas une clôture franche, faudra bien entendu attendre la confirmation le mois prochain pour vraiment valider la casse sur ce niveau, et on pourra bien entendu espérer aller beaucoup plus haut. Si on clôture sous ce niveau, il n'y a rien de catastrophique, faudra attendre, voir ce qui se passe le mois prochain, soit on aura droit à une correction qui pourrait nous mener justement vers les 23 000 $, puisqu'on a cassé ce niveau, on est venu chercher le niveau suivant, on pourrait faire du coup une correction, un pullback pour valider ce niveau en tant que support avant, pour prendre de la puissance avant de casser ce niveau. Ce sera d'ailleurs une excellente opportunité d'achat si on revient aux alentours des 23 000 à 24 000 $. Par contre, si on y revient, mais qu'on commence à le casser avec des clôtures weekly, là par contre, il vaudra mieux prendre de la distance, être prudent, parce qu'il y aura des risques de rechuter fortement. Alors je suis passé tout simplement sur l'échelle de temps weekly et on voit qu'ici, eh bien on est à l'intérieur du nuage, donc ça c'est plutôt bearish parce qu'on est toujours sous le haut du nuage qui fait office de résistance. On a ensuite ce niveau de résistance très important, c'était l'ancien support ici à 30 000 $, qui est caractérisé tout simplement par ce rejet ici du prix, et là vous voyez que pour l'instant on a eu un rejet très massif, et bien tout simplement du niveau des 30 000 $. On a avalé la précédente bougie, et là on est en train tout simplement de faire une bougie plus basse que celle-ci, donc pour moi plus de proba encore une fois, d'aller casser à la baisse et d'aller chercher le niveau ici de support à 25 000 $. Comme vous pouvez le voir, on a un double contact, le premier ici, le deuxième ici. Donc pour moi, ça serait très logique d'aller rechercher ce niveau-là, sachant que ça correspond ici à la Tenkan aux alentours des 25 300 $. Donc un pullback sur la Tenkan à 25 300 $, voire un peu plus bas, aller chercher la Kijun ici aux alentours des 23 200, mais dans tous les cas, je pense qu'on pourrait très bien faire un pullback avant d'essayer de recasser le nuage à la hausse. Alors, voilà, Fun Radio vend des passes à vie sous forme de NFT. Les NFT, comme je vous dis toujours, moi je suis toujours un passionné des NFT, l'intérêt très important, c'est que ça vous serve à quelque chose.
Hein, c'est pas, soit vous savez acheter et vendre en 2 secondes, hein, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui le font très très bien. Hein. C'est-à-dire que c'est un business, hein, c'est un commerce comme tous les commerces. Hein. Quand on achète, c'est pour gagner, hein, c'est pour revendre et tout ça. Donc soit vous faites comme ça, soit parce que simplement si vous achetez un NFT simplement parce que c'est une belle fleur. Bon bah vous me direz, on faisait ça avec des tableaux dans le temps. Hein, mais moi j'ai connu la période de l'Antiquité. Et les gens qui achetaient des tableaux à l'époque, c'était pour se dire dans 20 ans, 30 ans, je leur vendrai, il y aura une plus-value. Ça a toujours été ça, croyez-moi mes amis. Hein. Et eh bien, la plus-value, souvent, 20 ans, 30 ans après, il n'y a aucune plus-value, il est moins cher qu'à l'époque où on l'a acheté. Voilà, c'est comme ça. Le NFT sera exactement pareil, hein. Je pense que ce sera exactement pareil, à part certains produits. Il y aura juste un effet de mode entre-temps, c'est que le commerce va beaucoup plus vite, ça veut dire que vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez le vendre demain et faire une plus-value. Avec la peinture, c'était un peu différent, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça après, quand vous gardez sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, bah, c'est autre chose. En revanche, un NFT qui va vous apporter quelque chose, qui va vous donner des avantages, comme la Fun Radio fait, là, ça devient intéressant. Donc, lisez ça, regardez les avantages qu'ils vous donnent. Je vous dis pas de prendre un NFT chez eux, hein. C'est pas ça que je vais vous dire, hein. C'est que vous deviez comprendre, si vous n'êtes pas encore un spécialiste de ça, que le NFT doit vous apporter quelque chose. Je vous ferai des vidéos de toute façon là-dessus. Ensuite, on a la bibliothèque du Vatican en fait qui rentre dans l'ère numérique. Alors en vrai, ça fait déjà un petit moment qu'ils font ça parce que vous savez en fait, la bibliothèque du Vatican, c'est une des plus grandes en fait du monde, une des plus anciennes du monde et des ouvrages vraiment très très précieux. Et en fait, ça fait environ 10 ans qu'ils numérisent en fait les ouvrages pour ne pas les perdre s'il y a un incendie ou un truc comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'avec la technologie NFT, on peut non seulement en fait les numériser, mais aussi les conserver à vie dans la blockchain. Et du coup là, ils sont en train en fait de NFTiser les ouvrages du Vatican. Donc super intéressant, c'est un partenariat avec du coup AMLAD. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.